Luc Renaud se réveille au son de son réveil high-tech, programmé pour jouer une mélodie douce qui contraste avec l'immensité froide de sa chambre minimaliste. À 45 ans, il incarne le succès entrepreneurial. Président d'une des plus grandes entreprises de technologie en France, sa routine est un cycle incessant de réunions, de voyages d'affaires et de décisions brassant des millions. Dans sa maison moderne en banlieue de Paris, tout est méticuleusement organisé et coûteux, chaque meuble étant une œuvre d'art. Ce jour-là, comme tous les autres, Luc se lève sans hésitation et se dirige vers son vaste dressing. Il choisit un costume bleu marine sur mesure, qui complète sa silhouette athlétique et sa posture impeccable. En se préparant, son reflet dans le miroir laisse entrevoir un homme qui a réalisé tout ce qu'il désirait professionnellement, mais dont les yeux bleus cachent une profonde mélancolie. Descendant les escaliers en marbre, il traverse le salon impeccable et la cuisine équipée de la technologie la plus avancée, où il prend une tasse de café expresso fraîchement préparée. Luc se dirige ensuite vers la vaste salle à manger, mais choisit de prendre son café debout, observant à travers les fenêtres du sol au plafond le lever du soleil sur les jardins méticuleusement entretenus. Son téléphone sonne. C'est un rappel de la réunion importante prévue pour le matin, une affaire qui pourrait étendre encore davantage son empire. Luc confirme d'un simple toucher sur l'écran, puis parcourt les emails qui commencent déjà à s'accumuler. Pas de message personnel, pas d'appel d'amis ou d'invitation à une rencontre informelle. Sa vie sociale est un lointain écho de sa vie professionnelle, pleine de contacts mais vide de véritables liens. En sortant de chez lui, Luc monte dans sa voiture de luxe, un modèle qui n'est pas encore sorti sur le marché. Pendant qu'il conduit vers le bureau, ses pensées errent involontairement vers la vie qu'il aurait pu avoir. Une vie avec des rires d'enfants résonnant dans les couloirs, des dîners en famille au lieu de documents éparpillés sur la table du dîner. Pour un instant, il se permet de ressentir le manque de quelque chose qu'il n'a jamais eu. En arrivant au bureau, Luc est accueilli avec les égards habituels, un monde où il est roi, mais où son trône est aussi sa prison. Les réunions s'enchaînent, une après l'autre, des décisions sont prises, des contrats sont signés. Cependant, dans un bref moment de pause, alors qu'il regarde la ville en contrebas à travers les fenêtres panoramiques de son bureau, Luc soupire profondément. Le succès a un prix, et il paie le sien à chaque aube solitaire. Ce premier chapitre pose les fondations d'un homme qui, bien qu'au sommet de sa carrière, ressent le poids d'une existence solitaire, préparant le terrain pour les rebondissements émotionnels à venir. Ce matin-là, tandis que la brise fraîche caressait doucement les feuilles des arbres, Luc Renaud se dirigeait vers sa voiture, prêt pour un autre jour de décisions d'entreprise et de négociations intenses. Inopinément, une voix douce mais ferme interrompit ses pensées. « Monsieur Renaud, je vous en prie, ne vous rendez pas à cette réunion. » Surpris, Luc se retourna pour trouver une jeune femme vêtue en femme de ménage sur sa propriété impeccable. Elle semblait déplacée dans son uniforme simple, mais son regard résolu contrastait avec le luxe environnant. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Et pourquoi devrais-je suivre votre conseil ?» demanda Luc, sa curiosité éveillée par cette situation inhabituelle. Jeune avança d'un pas, réduisant la distance entre eux. Son expression était sérieuse et portait une urgence que Luc ne pouvait ignorer. « Je sais que ça semble étrange, et vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais croyez-moi quand je dis que aller à cette réunion aujourd'hui pourrait être une grosse erreur. » Intrigué, Luc l'observa, essayant de déchiffrer la raison derrière cet avertissement. La logique lui disait de ne pas tenir compte des conseils d'une étrangère, mais quelque chose dans la sincérité de son ton et l'intensité de son regard le fit hésiter. « Comment savez-vous pour ma réunion ? Et que savez-vous des risques impliqués ?» demanda-t-il, encore sceptique. « Je vous demande juste de me faire confiance. »« Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais bientôt tout sera clarifié, » répondit-elle, maintenant le mystère. Décidant de retarder momentanément son départ, Luc fit signe à la jeune fille de le suivre jusqu'à un banc dans le jardin, où ils pourraient parler plus en privé. « Je vais considérer ce que vous avez dit, mais j'ai besoin d'en savoir plus. »« Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré ici ?» demanda Luc, cherchant à comprendre la situation. « Et je m'appelle Claire. Je travaille ici, dans l'équipe de nettoyage, de temps en temps. Je sais que ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, donnez-moi la chance de prouver que mes intentions sont bonnes. » La conversation fut brève, mais suffisante pour que Luc sente la sincérité dans les paroles de Claire. Il n'était pas complètement convaincu, mais quelque chose en lui voulait lui faire confiance, contre tous ses instincts d'homme d'affaires calculateur. « Et d'accord, Claire. Je vais vérifier quelque chose avant de prendre toute décision sur la réunion, » conclut Luc, toujours sceptique, mais prêt à accorder sa confiance à cette étrangère qui avait croisé son chemin. Dès que Claire s'éloigna, Luc prit son téléphone et commença à passer quelques appels.
Il devait non seulement vérifier la légitimité de l'avertissement de Claire, mais aussi comment une simple femme de ménage pouvait avoir accès à des informations aussi critiques sur ses engagements. Alors qu'il enquêtait, le doute et l'inquiétude grandissaient dans son esprit, suggérant que peut-être la journée ne serait pas aussi routinière qu'il l'espérait. Après la rencontre inattendue avec Claire, Luc s'assit sur le banc du jardin, son esprit envahi par un flot de souvenirs qu'il avait, jusqu'à présent, méticuleusement gardés au fond de sa conscience. Les paroles de la jeune femme de ménage, bien qu'énigmatiques, avaient déclenché quelque chose en lui, une douleur depuis longtemps endormie par la routine et le travail incessant. Luc ferma les yeux un moment, se permettant de retourner dans le passé, à une époque où tout semblait plus lumineux, plus vivant. Sophie apparut dans son esprit, aussi clairement que si c'était hier. Il se souvint de leur rencontre, dans un petit café chaleureux à Lyon, où tous deux cherchaient refuge sous une pluie inattendue. Sophie, avec son sourire contagieux et ses yeux pleins de vie, ne tarda pas à capturer son cœur. Elle était incroyable, n'est-ce pas, murmura Luc pour lui-même, les souvenirs débordant comme si un barrage avait cédé. Leur relation évolua rapidement vers quelque chose de plus profond, de plus significatif. Luc n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, et pour la première fois, l'idée d'un avenir partagé, rempli d'amour et de complicité, ne lui semblait pas si lointaine. Cependant, les souvenirs heureux cédèrent bientôt la place aux souvenirs du jour qui changea tout. Ils avaient prévu un voyage dans le sud de la France, une retraite romantique pour célébrer leurs fiançailles. La destination choisie était une ville touristique réputée pour ses vues époustouflantes et ses sentiers de randonnée stimulants. Luc se souvenait de chaque détail de cette matinée. Le ciel était dégagé et l'excitation de Sophie était palpable. Mais alors, une tempête inattendue s'est rapidement formée, et ce qui devait être une aventure s'est transformé en tragédie. Une avalanche de terre et de pierres, déclenchée par des pluies torrentielles, les a surpris en plein milieu d'une randonnée. Luc pouvait encore entendre les cris de Sophie, le son assourdissant de la terre s'effondrant autour d'eux. Il a été emporté par la force de la nature, perdant conscience alors qu'il tentait en vain d'atteindre Sophie. Quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital, blessé mais vivant. Sophie, cependant, avait disparu. Les recherches ont été intenses, mais infructueuses. Le cœur brisé, Luc a appris que Sophie avait été emportée par les eaux, son corps jamais retrouvé. Le deuil était insupportable. La douleur, un vide qu'il a tenté de combler avec le travail et le succès professionnel, mais qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Maintenant, assis dans son jardin, avec la rencontre avec Claire encore fraîche dans son esprit, Luc sentait les anciennes blessures se rouvrir. Il savait que, pour affronter l'avenir, il devait confronter le passé qui le tourmentait. Avec un soupir lourd, il se leva, déterminé à en apprendre davantage sur la mystérieuse Claire, et peut-être, sur les secrets que son passé cachait encore. Ce jour-là, alors que Luc revivait les souvenirs de son passé avec Sophie, une figure jusque-là oubliée commençait à émerger des ombres de son esprit, Martine Dubois, la grand-mère de Sophie. Martine avait toujours été une femme de présence forte et d'opinions affirmées, surtout quand il s'agissait de Sophie, sa seule petite fille, qu'elle avait élevée seule après la mort des parents de la jeune fille dans un accident de voiture. Luc se souvenait des réserves de Martine concernant sa relation avec Sophie. Elle n'avait jamais caché sa méfiance à son égard, un entrepreneur en pleine ascension dont la vie était consumée par le travail. Martine craignait que Luc ne puisse offrir à Sophie la stabilité émotionnelle ou l'engagement qu'elle jugeait essentiel. Les pensées de Luc furent interrompues par un appel téléphonique d'un vieil ami, désormais employé au département de police. Luc avait repris l'enquête sur l'accident de Sophie dans le cadre de sa quête de réponse après sa rencontre avec Claire. Son ami avait des nouvelles qui pourraient éclairer les événements de ce jour fatidique. Et Luc, tu dois savoir que nous n'avons trouvé aucune preuve concrète confirmant la mort de Sophie dans cet éboulement, révéla l'ami. Et en fait, l'histoire selon laquelle son corps a été emporté par les eaux a été manipulée. Manipulé? Comment ça? Luc sentit un nœud se former dans son estomac. Eh bien, c'était Madame Dubois qui insistait sur cette version des faits. Elle semblait extrêmement désireuse de clore l'affaire, nous poussant toujours à accepter l'histoire du corps disparu. Il y avait quelque chose de bizarre dans tout ça. Cette information choqua Luc. Il commença à assembler les pièces du puzzle, se rappelant les nombreuses fois où Martine avait tenté de le dissuader de poursuivre sa relation avec Sophie. Avec cette nouvelle information, une terrible possibilité commença à se former dans son esprit. Avec l'esprit rempli de doutes, Luc décida confronter Martine. Il se rendit à la maison où Sophie avait vécu, un endroit qu'il avait évité pendant des années, car chaque coin lui rappelait des souvenirs douloureux.
À son arrivée, il fut accueilli par une Martine vieillie, mais toujours imposante dans sa posture. « Martine, je dois connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Sophie », exigea Luc, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. Martine, réalisant qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, soupira profondément avant de parler. « Luc, j'ai fait ce que je pensais nécessaire pour protéger ma petite fille. » « Protéger ? De quoi ? » Luc était perplexe. « De la vie qu'elle aurait eue avec toi, toujours reléguée au second plan derrière tes affaires. Et puis, elle était enceinte, Luc. » « Enceinte ? Je ne pouvais pas permettre que ma petite fille et mon arrière-petit-enfant vivent ainsi. » Les paroles de Martine frappèrent Luc comme un coup de poing. Sophie était enceinte ? Elle avait survécu à l'accident ? Ces révélations ouvraient un abîme de questions et de possibilités. Luc réalisa que l'histoire qu'il connaissait, la perte qui avait façonné des années de sa vie, était basée sur un mensonge soigneusement orchestré par une femme qui ne voulait qu'assurer la protection de sa famille, mais qui, dans le processus, avait détruit la sienne. Après la révélation choquante de Martine, Luc était abasourdi, ayant du mal à assimiler l'information selon laquelle Sophie était vivante et avait une fille. Alors qu'il faisait face à la vérité nouvellement découverte, le récit se déroule pour montrer la vie de Sophie et de sa fille Claire, détaillant la lutte et la résilience d'une mère célibataire essayant de protéger et de subvenir aux besoins de sa famille en secret. Sophie avait passé les dernières années dans une petite ville du sud de la France, loin des regards curieux et des souvenirs douloureux de son passé avec Luc. Elle se consacrait entièrement à l'éducation de Claire, une fille intelligente et perspicace qui devenait chaque jour de plus en plus semblable au père qu'elle n'avait jamais connu. Sophie travaillait comme professeure d'art dans une école locale, un emploi qu'elle aimait, mais qui à peine couvrait les dépenses. Alors que Claire grandissait, elle commençait à remarquer les difficultés financières auxquelles elles étaient confrontées. Motivée par l'amour et la détermination de ne pas voir sa mère souffrir, la jeune fille décida de chercher un emploi supplémentaire pour aider aux dépenses de la maison. L'opportunité se présenta sous la forme d'un poste de femme de ménage, un travail qu'elle pourrait effectuer pendant ses temps libres et les week-ends, sans interférer avec ses études. Claire s'adapta rapidement à cette nouvelle routine, équilibrant école et travail avec une maturité surprenante pour son âge. Elle nettoyait des maisons, des bureaux, et finalement, la demeure de Luc Renaud, sans savoir pourtant le lien entre le propriétaire et sa mère. Pour Claire, c'était juste un autre lieu de travail, où elle pouvait gagner un peu plus en raison de l'ampleur et de l'exigence de perfection dans les détails. Sophie, quant à elle, gardait ses émotions et son passé bien enfoui, ne révélant jamais la vérité sur le père de Claire. Elle craignait que la découverte de la réalité puisse déstabiliser la vie qu'elle avait construite pour sa fille, une vie de simplicité et d'amour, mais loin de l'ombre de Luc Renaud. Pendant ce temps, Luc, maintenant conscient de l'existence de Claire et de la tromperie de Martine, commençait à reconsidérer ses choix et le chemin qu'il avait suivi. La prospérité dans les affaires n'avait jamais comblé le vide laissé par Sophie, et la révélation qu'il avait une fille lui insuffla un nouveau but. Luc était déterminé à renouer avec Sophie et à rencontrer Claire, mais il savait qu'il serait confronté à des défis significatifs, tant émotionnels que pratiques. Ce chapitre met en contraste les vies divergentes de Luc et Sophie, mettant en évidence les différentes batailles qu'ils affrontaient. Alors que Luc luttait avec la vérité et les conséquences de ses choix passés, Sophie et Claire poursuivaient leur vie ensemble, unis contre les difficultés, mais ignorant le tourbillon émotionnel qui était sur le point d'envahir leur vie avec le possible retour de Luc. Tandis que Luc digérait les révélations choquantes sur sa vie personnelle et essayait de trouver le meilleur moyen d'aborder Sophie et Claire, une intrigue sinistre se déroulait sans son savoir. Claire, par hasard, se retrouvait au centre de cette conspiration, non pas en tant que participante, mais en tant que témoin involontaire. Un après-midi ordinaire, Claire faisait ses tâches de nettoyage dans la demeure de Luc. Elle avait l'habitude de travailler en écoutant de la musique avec des écouteurs, mais ce jour-là, un problème technique l'obligea à travailler en silence. C'est ainsi qu'en nettoyant le bureau peu utilisé au deuxième étage de la maison, elle entendit des voix étouffées provenant de la pièce adjacente. Curieuse et prudente, Claire s'approcha de la porte entr'ouverte, où deux hommes, qu'elle reconnut comme des associés commerciaux de Luc lors de réunions précédentes, parlaient à voix basse et avec urgence. Les mots qu'elle entendit la glacèrent. « Nous devons régler cela avant la réunion de demain. Renaud ne peut pas y être. » Au début, Claire pensa qu'il parlait d'une sorte de manœuvre commerciale, mais à mesure qu'elle continuait d'écouter, la véritable nature de leurs intentions se révéla. L'un d'eux, avec une voix basse et calculatrice, détailla « Sa voiture, quand il sortira pour déjeuner. Tout est déjà prêt. Il ne se doutera de rien. » Alarmée, Claire recula silencieusement, son cœur battant rapidement.
Elle savait qu'elle devait agir, mais elle comprenait également qu'un faux pas pourrait la mettre en danger. Sans perdre de temps, elle laissa ses tâches inachevées et quitta la demeure, se dirigeant directement vers l'entreprise de Luc, où il passait généralement la majeure partie de la journée. Arrivée là-bas, elle demanda à parler d'urgence à Luc, insistant sur le fait que c'était une question de vie ou de mort. La réceptionniste, voyant la gravité sur le visage de Claire, n'hésita pas à la conduire jusqu'à lui. Luc, voyant la jeune femme de ménage dans son bureau, fut visiblement déconcerté, mais avant qu'il ne puisse questionner sa présence, Claire expliqua rapidement ce qu'elle avait entendu. « Quelqu'un essaie de vous tuer, monsieur Renaud. J'ai tout entendu. Ils ont prévu de faire quelque chose avec votre voiture aujourd'hui pendant le déjeuner, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Luc fut immédiatement alarmé, mais sa première préoccupation était la sécurité de Claire. « Vous avez bien fait de venir ici. Assurons-nous d'abord que vous êtes en sécurité, puis nous nous occuperons de cela, répondit-il, activant immédiatement son équipe de sécurité pour inspecter la voiture et contacter les autorités. Grâce au courage et à l'action rapide de Claire, la tentative d'attentat échoua. La police parvint à intercepter et désamorcer le dispositif qui avait été installé dans la voiture de Luc. Les hommes que Claire avait entendus furent arrêtés, et une enquête complète fut lancée. Profondément reconnaissant et impressionné par la bravoure de Claire, Luc commença à la voir sous un nouveau jour, non seulement comme la femme de ménage de sa maison, mais comme quelqu'un qui avait fait preuve d'une loyauté et d'un courage exceptionnels. Cet incident renforça non seulement le lien inattendu entre Luc et Claire, mais attisa également le désir de Luc de renouer avec Sophie, enfin, de rencontrer la fille qu'il n'avait jamais su avoir. Après l'incident qui a failli lui coûter la vie, Luc ressentait une profonde gratitude envers Claire, dont le courage et l'action rapide avaient été rien de moins que salvateurs. Tandis que la police poursuivait son enquête sur la tentative d'attentat, Luc se retrouvait plongé dans ses pensées à propos de la jeune femme qui, jusqu'alors, n'était qu'une figure périphérique dans sa vie quotidienne. Maintenant, il réalisait à quel point il en savait peu sur elle et était intrigué par la bravoure dont elle avait fait preuve. Déterminé à mieux comprendre qui était Claire et motivé par un sentiment de dette, Luc l'invita à prendre un café dans un endroit discret, loin des regards curieux de ses connaissances et collègues de travail. Il voulait exprimer sa gratitude en personne, et peut-être, comprendre mieux les circonstances qui l'avaient amené à être au bon endroit au bon moment. Pendant la rencontre, Luc observait Claire avec un mélange d'admiration et de curiosité. Elle semblait nerveuse, peut-être consciente de la gravité de son acte et des possibles répercussions de s'impliquer aussi directement dans les affaires dangereuses d'un homme comme Luc. « Et vous m'avez sauvé la vie, Claire. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier pour ça, commença Luc, son ton sincère et son regard intense tentant de transmettre la profondeur de sa gratitude. Claire, un peu mal à l'aise avec la formalité et l'intensité du moment, répondit doucement. « J'ai juste fait ce que je pensais devoir faire, monsieur Renaud. J'aurais eu tort d'ignorer cela et de permettre que quelque chose se produise. »« Mais pourquoi étiez-vous là ? Pourquoi vous en souciez-vous » demanda Luc, non seulement par gratitude, mais poussé par une curiosité presque palpable. Il y avait quelque chose en elle, une familiarité qui le perturbait et l'attirait en même temps, un mystère qu'il ressentait le besoin de résoudre. Claire hésita, réfléchissant à quel point elle devait partager d'informations. J'ai grandi en étant enseignée à faire ce qui est juste, peu importe à quel point cela peut être difficile. Ma mère m'a toujours enseigné cela, révéla-t-elle, une ombre de tristesse passant rapidement sur son visage en mentionnant sa mère. La mention de sa mère déclencha une nouvelle vague de questions chez Luc, qui se rappelait les paroles de Martine sur Sophie étant enceinte. « Et votre mère doit être une femme incroyable. Elle est ici, à Paris ?» demanda Luc, essayant de ne pas paraître trop intrusif. « Non, nous vivons plus au sud maintenant. » Elle a traversé beaucoup de choses, répondit Claire, gardant pour elle les détails de ses origines et des luttes auxquelles elle avait été confrontée. La conversation se poursuivit, et Luc se sentit de plus en plus poussé à aider Claire d'une manière ou d'une autre, voyant en elle des échos d'une vie qui aurait pu être la sienne. Il proposa de l'aider dans ses aspirations éducatives et professionnelles, une offre que Claire accepta avec réticence, consciente que accepter l'aide de Luc pourrait éventuellement révéler plus sur son propre histoire que ce qu'elle était prête à partager. Alors qu'il se disait au revoir, Luc avait le sentiment que cette interaction n'était que le début de quelque chose de plus grand. Il savait qu'il y avait plus dans l'histoire de Claire que ce qu'elle était prête à révéler, et il était déterminé à découvrir ce que c'était, sentant instinctivement que les réponses pourraient être plus proches qu'il ne l'imaginait. Après la conversation révélatrice au café, Luc ne pouvait pas sortir Claire et son histoire de son esprit.
Poussé par un mélange de gratitude et d'une intuition croissante qu'il y avait quelque chose de plus profond à découvrir sur sa relation avec la jeune femme, il décida de rendre visite à la maison de Claire pour exprimer sa gratitude de manière plus substantielle et personnelle. Arborant un élégant bouquet de fleurs et une boîte de chocolat fin, il se rendit à l'adresse que Claire lui avait donnée à Contreségur. Arrivé devant le modeste mais chaleureux foyer du sud de la ville, Luc sentit une pointe de nervosité. Il n'était pas habitué à gérer des situations personnelles de cette nature, surtout celles qui touchaient de si près son cœur meurtri et ses secrets les plus profonds. Il sonna à la porte, s'attendant à être accueilli par Claire, mais à sa grande surprise, c'est Sophie qui ouvrit. Le choc de voir Sophie vivante devant ses yeux fut si intense que Luc sentit ses jambes trembler légèrement et il dut s'appuyer sur le chambranle de la porte pour ne pas tomber. Sophie, tout aussi surprise et visiblement bouleversée de voir Luc, perdit momentanément son souffle. « Sophie !» Luc peinait à former des mots, sa voix empreinte d'incrédulité et de joie. « Tu es vivanta !» Sophie, reprenant son souffle après le choc initial, ne savait pas si elle devait reculer ou l'inviter à entrer. La complexité de ses émotions lui fit monter les larmes aux yeux. « Luc, je ne sais pas quoi dire. » Luc, surmontant son premier moment de paralysie, fit un pas en avant, tenant toujours les fleurs et les chocolats, qui semblaient maintenant si futiles. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Sophie acquiesça, s'écartant pour le laisser passer. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était tendue mais calme. Claire, entendant des voix, descendit l'escalier et s'arrêta brusquement en voyant la scène dans le salon. « Maman ?» Luc, sa voix était empreinte de confusion. Les retrouvailles furent chargées d'émotion. Des larmes furent versées alors que Sophie et Luc s'étreignaient, tous deux sanglotant d'intensité. Luc, les larmes coulant sur son visage, murmurait à plusieurs reprises « Je pensais t'avoir perdu pour toujours. » Sophie, tout aussi émue, tentait de parler entre ses sanglots. « J'avais peur de l'impact que cela pourrait avoir sur Claire. Je devais la protéger. » Luc, désormais avec une nouvelle compréhension des choix de Sophie et des circonstances qui les avaient séparés, ressentait un mélange de soulagement et de douleur. « Nous avons tant à nous dire, tant de temps perdu. » Alors que le trio s'asseyait pour discuter, avec Luc et Sophie essayant de combler les lacunes de années de séparation et Claire observant l'interaction de ses parents, il était clair que cette réunion ne serait que le début d'un nouveau voyage ensemble, un voyage de guérison et de redécouverte. Après le choc initial des retrouvailles, Sophie et Luc se retrouvèrent assis sur le petit mais accueillant canapé du salon de Sophie, chacun traitant la réalité de leur réunion. Claire, réalisant l'importance de ce moment pour les deux, décida de leur donner de l'espace, se retirant discrètement dans sa chambre. Sophie prit l'initiative, sachant que des explications étaient nécessaires et ne pouvaient plus être reportées. « Et Luc, il y a tant de choses que tu dois savoir ? » Sur tout ce qui s'est passé, commença-t-elle, sa voix tremblante sous le poids émotionnel de révéler des vérités gardées depuis si longtemps. Luc, absorbant toujours le fait que Sophie était vivante et là, devant lui, acquiesça simplement pour lui permettre de continuer, son cœur battant lourdement d'anticipation et de peur. « Après l'accident, quand tu as été retrouvée et emmenée à l'hôpital, j'étais enceinte. » Martine le savait et d'une manière ou d'une autre, elle a vu cela comme une opportunité. Un moyen de me protéger d'une vie qu'elle pensait ne pas être bonne pour moi, expliqua Sophie, les mots lourds de culpabilité et de douleur. Luc, écoutant chaque mot, ressentait un mélange d'émotions, le soulagement de savoir que Sophie était en vie, la joie de savoir qu'il avait une fille, et une colère sourde envers tout ce que Martine avait fait. « Et Claire ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Sophie regarda les escaliers menant à la chambre de Claire, puis reporta son regard sur Luc. « Claire est ta fille, Luc. J'ai voulu te le dire tant de fois, mais la peur de ce que Martine pourrait faire, et ensuite, la complication de nos vies. Je voulais juste protéger notre fille, dit-elle, les larmes commençant à couler à nouveau. Luc, se sentant comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds, couvrit son visage de ses mains, essayant de contenir ses propres émotions. Après un moment, il regarda Sophie, ses yeux cherchant les siens. « Et j'ai perdu tellement d'années ? Des années que j'aurais pu passer avec vous, avec notre fille. » Sophie prit les mains de Luc, offrant une pression réconfortante. « Et je sais. Et je suis désolée pour ça. Nous avons tous perdu beaucoup de temps à cause des décisions de Martine, mais maintenant, peut-être pouvons-nous recommencer. Pas comme avant, mais d'une nouvelle manière. » Luc acquiesça, l'idée de reconstruire quelque chose avec Sophie et de connaître Claire comme sa fille commençant à s'enraciner dans son esprit. « Et je le veux, Sophie. Je veux connaître Claire, je veux faire partie de sa vie.
Et je t'aime toujours, malgré tout. Sophie, émue et soulagée par la réponse de Luc, serra sa main plus fort. Moi aussi je t'aime, Luc. Et Claire, elle aura besoin de temps pour assimiler tout cela, mais je sais qu'elle veut aussi te rencontrer. Les révélations de cet après-midi avaient été douloureuses, mais nécessaires, ouvrant la voie à un avenir qui, bien qu'incertain, portait la promesse de guérison et de renouveau pour tous. Après les révélations émouvantes et les discussions profondes sur le passé, Luc, Sophie et Claire ont commencé le processus délicat de retisser les fils de leur vie, chacun apportant ses propres espoirs et craintes pour ce nouveau chapitre. Ils savaient que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais ils étaient déterminés à construire une vie ensemble en famille. Dans les jours qui ont suivi, Luc a fait un effort conscient pour être présent dans la vie de Claire et de Sophie. Il a commencé à rendre visite à leur maison régulièrement, chaque rencontre servant de moyen de renforcer les liens qui leur avaient été refusés pendant si longtemps. Claire, bien qu'initialement prudente et un peu réservée, a commencé à s'ouvrir peu à peu à l'idée de mieux connaître son père. Sophie, quant à elle, trouvait du réconfort dans la volonté de Luc de faire partie de leur vie, quelque chose qu'elle avait secrètement souhaité pendant toutes ces années de séparation. Ensemble, ils passaient des heures à partager des histoires, à rire d'anecdotes légères et parfois à aborder des conversations plus sérieuses sur ce qu'ils avaient vécu pendant les années d'éloignement. Luc a également pris des mesures pratiques pour faciliter cette nouvelle réalité. Il a proposé l'idée d'acheter une maison où ils pourraient vivre ensemble, un endroit qui serait un nouveau départ pour tous. Sophie et Claire, émues par la proposition, ont accepté de commencer à chercher l'endroit parfait, en faisant un projet familial symbolisant leur unification. Cependant, s'adapter à la vie ensemble n'était pas sans défi. Il y avait des moments de malaise et de malentendus, reflétant les différentes trajectoires de vie qu'ils avaient suivies jusqu'alors. Claire, en particulier, luttait avec la réalité d'avoir Luc si soudainement intégré dans sa vie. Elle appréciait ses efforts, mais ressentait également le besoin d'établir des limites, cherchant à préserver l'espace et l'indépendance qu'elle et sa mère avaient toujours valorisés. Luc, de son côté, devait apprendre à naviguer dans les complexités d'être le père d'une jeune adulte qu'il connaissait à peine. Il s'efforçait de concilier son désir d'être impliqué avec le besoin de respecter le rythme de Claire pour accepter cette nouvelle relation. Sophie se retrouvait souvent dans le rôle de médiatrice, aidant le père et la fille à trouver un terrain d'entente. Malgré ces difficultés, la famille trouvait de la joie dans leurs activités partagées. Ils planifiaient des escapades ensemble, explorant des endroits proches comme moyen de créer de nouveaux souvenirs heureux. Ces moments en plein air, loin des pressions quotidiennes, se révélaient cruciaux pour renforcer leurs liens. Au fil des semaines, qui se transformaient en mois, les trois commençaient à se sentir plus comme une famille. L'amour et la patience étaient essentiels dans leur processus de guérison, et bien que le passé ne puisse être changé, ils apprenaient ensemble comment construire un avenir prometteur, plein de possibilités et d'espoir. Alors que la nouvelle réalité de Luc, Sophie et Claire se consolidait, ils commençaient à regarder vers l'avenir avec une nouvelle espérance et détermination. Ils avaient surmonté l'impact initial de leur réunification et étaient maintenant déterminés à façonner une vie qui reflétait leurs aspirations et leurs rêves partagés en tant que famille unie. Pendant un week-end tranquille, la famille se réunit dans le salon, des cartes et des brochures de maisons éparpillées sur la table basse. Ils étaient à la recherche d'un nouveau foyer, un espace qui pourrait symboliser leur nouveau départ ensemble. Les conversations tournaient autour du nombre de chambres dont ils auraient besoin, de l'emplacement idéal et des équipements que chacun considérait comme essentiels pour leur bonheur et leur confort collectif. « Je pense qu'il nous faut un endroit avec beaucoup d'espace extérieur », suggéra Claire, pensant au jardin qu'elle avait toujours voulu explorer et entretenir. Luc et Sophie acquiescèrent, enthousiasmés par l'idée de passer des après-midi relaxants et des dîners en plein air en famille. Sophie, avec un sourire prudent, ajouta « et peut-être une grande cuisine. Je pourrais essayer ces recettes dont je parle toujours, et nous pourrions cuisiner ensemble. » Luc, qui ne s'aventurait que rarement au-delà du basique en cuisine, rit et accepta d'être l'élève, si cela signifiait plus de temps ensemble. En plus de trouver une nouvelle maison, ils parlaient également d'autres moyens de renforcer leurs liens. Luc proposa des voyages réguliers, de petites aventures qui pourraient les amener à explorer de nouveaux endroits et à créer des souvenirs durables. « Je veux rattraper le temps perdu, et je pense que ces voyages seraient un excellent moyen de le faire », expliqua Luc, imaginant déjà les endroits qu'ils pourraient visiter. Claire, qui commençait à voir Luc non seulement comme un père, mais aussi comme un ami, suggéra qu'ils commencent un projet communautaire ensemble. Peut-être un travail volontaire ? Quelque chose qui pourrait aider la communauté et nous unir encore plus, proposa-t-elle, et Sophie soutint immédiatement l'idée, fière de la sensibilité sociale de sa fille.
Alors qu'ils planifiaient, riaient et discutaient différentes idées, l'ombre des douleurs passées commençait à se dissiper, remplacée par la joie d'être ensemble et l'anticipation de ce qui allait suivre. Les discussions étaient un rappel constant que, bien que le passé ne puisse être changé, l'avenir était ouvert à toutes les possibilités qu'ils choisiraient d'explorer ensemble. En concluant la journée, Luc regarda Sophie et Claire, un sentiment de satisfaction l'enveloppant. « Je promets que, quoi qu'il arrive, nous ne nous perdrons plus jamais », dit-il, une promesse que Sophie et Claire accueillirent avec gratitude et amour. Ensemble, ils affrontaient le monde comme une unité unie, chacun s'engageant à soutenir les autres, à surmonter tous les défis et à célébrer chaque succès, grand et petit, en tant que famille véritable et dévouée. Le voyage de Luc, Sophie et Claire a abouti à une journée ensoleillée et joyeuse, marquée par une cérémonie symbolique de renouvellement des vœux entre Luc et Sophie. C'était à la fois un moment de célébration et de réflexion pour tous, symbolisant non seulement l'union du couple, mais aussi le renforcement des liens familiaux tissés avec tant de soin au cours des derniers mois. La cérémonie a eu lieu dans un jardin fleuri, choisi pour sa beauté naturelle et sa sérénité, reflétant la nouvelle phase de vie que la famille entamait. L'espace était décoré avec simplicité et élégance, avec des fleurs sauvages que Claire avait aidé à choisir, symbolisant le renouveau et la croissance continue. Luc et Sophie se tenaient par la main, se regardant l'un l'autre avec un mélange d'amour et de gratitude. Claire était à leur côté, tenant un petit bouquet de lavande et de roses, représentant sa bénédiction et sa participation à l'union renouvelée de ses parents. Les mots échangés pendant la cérémonie étaient peu nombreux, mais profondément significatifs, réaffirmant non seulement les vœux d'amour et de fidélité, mais aussi l'engagement de chacun envers la famille. Devant nos amis et notre famille, je renouvelle mon amour pour toi, Sophie, non seulement comme ma femme, mais comme ma compagne éternelle dans tous les défis et les joies que la vie nous réserve, déclara Luc, sa voix ferme et chargée d'émotion. Sophie, avec des larmes de bonheur brillant dans ses yeux, répondit, « Luc, mon amour, ma roche, je te promets mon cœur à nouveau, plus fort et plus sage. Ensemble, nous affronterons ce qui viendra, toujours avec amour et respect. » Après l'échange des vœux, Claire s'approcha et joignit les mains de ses parents aux siennes, symbolisant l'union non seulement de Luc et Sophie, mais de toute la famille. « Et aujourd'hui, plus que jamais, je sens que nous sommes une famille complète, dit-elle, sa voix douce mais claire, empreinte de bonheur et d'espoir. La cérémonie fut suivie d'une petite réception, où amis et famille se réunirent pour célébrer. Il y avait des rires, des étreintes chaleureuses et beaucoup d'histoires partagées. L'atmosphère était légère, mais chaque rire et chaque mot échangé renforçait encore plus le tissu de leur connexion. Alors que la journée laissait place à la nuit, Luc, Sophie et Claire restèrent un moment seuls, regardant le ciel étoilé. Ils parlèrent de l'avenir, des rêves qu'ils voulaient encore réaliser ensemble, et des petites choses du quotidien qui avaient désormais plus de sens. Le dernier chapitre de leur histoire n'était pas seulement une conclusion, mais un nouveau départ, plein de possibilités. Et tandis qu'ils se serraient dans les bras, fermes dans la promesse de faire face ensemble à tous les défis à venir, les liens qui les unissaient étaient, sans aucun doute, indestructibles.